Je vais y aller avec une allocution que j'ai préparée. Tout d'abord, nous tenons à remercier les organisateurs, organisatrices de l'événement pour nous permettre de prendre la parole et nous tenons à les féliciter pour la tenue même de l'événement. Cette journée, initialement, était là pour nous rappeler la grande vague d'emprisonnement qui avait eu lieu en juin 2010 lors du sommet de G20 à Toronto. Plusieurs personnes, souvent des militants, militantes de base, avaient connu l'emprisonnement. On s'en rappelle. À partir du G20, les forces répressives canadiennes ont ciblé la gauche radicale montréalaise comme une des menaces à la sécurité nationale, tout comme le seraient les radicaux autochtones et certains islamistes politiques. Rappelons qu'un an après, soit le 29 juin 2011, la section anti-gang de la division du crime organisé du service de police de la Ville de Montréal, SPVM, avait procédé à l'arrestation de 4 militantes et militants procédant du même coup à des perquisitions à leur domicile respectif en rapport avec la dernière manifestation du 1er mai organisée par la Convergence des luttes anticapitalistes de Montréal, la CLAC. Parmi les personnes arrêtées, on retrouvait Patrice Legendre, un supporter reconnu du Parti communiste révolutionnaire, une organisation maoïste qui appelle à la révolution par la voie de la guerre populaire prolongée. 4 jours après, 4 militantes de l'Association pour une solidarité syndicale étudiante se retrouvaient aussi dans la même situation. C'est dans la foulée de ces événements qu'on apprend que le milieu marginal et anarchiste montréalais est surveillé étroitement par la police. Il existe même une escouade qui lui est dédiée, Gamma, et une équipe intégrée sur la sécurité nationale qui regroupe des policiers de Montréal, de la GRC et de la SQ, qui utilisent entre autres les renseignements colligés par le SCRS. Luc Renaud de la police de Montréal révèle que les forces policières lient le PCR à l'événement de Trois-Rivières. Il y avait eu une explosion. Précédent signé Résistance internationaliste. Pour la police, le PCR présente le niveau d'organisation pour effectuer de telles actions, prône la lutte armée et existait au moment des différents actes. Le prétexte des arrestations de supposées agressions armées sur la police lors d'une manifestation du 1er mai ne sont donc qu'un prétexte pour intimider le PCR et le lier à quelque chose de plus important. La répression contre la C vise aussi à intimider les membres de cette association nationale qui se prépare à ce moment-là à combattre une énorme hausse annoncée des frais de scolarité. Personne à ce moment-là ne peut prévoir l'ampleur du mouvement de contestation qui commencera en février 2012. Si cela se trouve, les premiers surpris de la force du mouvement seront les dirigeantes de la C. Depuis le début du printemps étudiant contestataire de 2012, nous constatons une vague de répression sans précédent qui touche les manifestations. Du 16 février 2012 au 3 septembre 2012, on totalise 3 509 arrestations, dont 471 qui ont mené à des accusations criminelles. Depuis le début de 2013, nous avons déjà 1500 arrestations à Montréal, plus de 1500, souvent en utilisant le règlement P6. Ce règlement est une vraie attaque contre les droits démocratiques. Il oblige non seulement une divulgation du trajet par les manifestants et manifestantes, mais donne le droit aux autorités policières de refuser arbitrairement la tenue de la manifestation. De plus, le règlement force les gens à manifester le visage découvert alors qu'aujourd'hui, sa photo peut se retrouver facilement sur Internet. Sur les cellulaires, il y a des appareils photo. Et que, par exemple, un employeur mal intentionné et harcelant peut voir son employé manifester. Aussi, les manifestants n'ont pas le droit d'avoir des petits bâtons de bois pour tenir facilement leur pancarte. Allô? Voilà une manière sournoise d'empêcher la liberté d'expression. Les forces répressives voient dans la gauche radicale montréalaise une sorte d'avant-garde potentielle qui doit être éradiquée avant qu'elle joue un rôle significatif dans la lutte des classes au Canada. Toutes ces répressions ont un but, empêcher les plus opprimés et exploités de la société de s'organiser politiquement de manière indépendante des grands partis politiques liés à l'appareil d'État bourgeois. Dans l'histoire, les organisations du Secours rouge des années 20 ou 30, ou encore à l'époque la gauche prolétarienne au début des années 70 en France ou maintenant en Belgique, nous montrent que la lutte pour la défense des droits des prisonniers révolutionnaires peut être une manière différente de faire de la politique. Au Canada, il y a eu la défense des militantes de la Ligue d'unité ouvrière, un syndicat à l'époque rouge, responsable de 90% des grèves au début des années 30 et au Canada, et de Tim Buck, dirigeant communiste par la Ligue de défense ouvrière, qui était la section canadienne du Secours rouge international. Au début des années 70, le philosophe Jean-Paul Sartre et l'intellectuel Michel Foucault, entre autres, avaient joint le Secours rouge pour assurer la défense des dirigeantes arrêtées de la gauche prolétarienne.
En Belgique, le Secours rouge a agi pour défendre les droits des prisonniers révolutionnaires des cellules communistes combattantes. En montrant que ces prisonniers et prisonnières se sont battus pour l'amélioration des droits des masses populaires, on parle aussi de la cause qui les animait. Dans une situation où la répression est intense, on ne peut pas en rester à la seule défense judiciaire. On doit faire de la politique autrement, faire apparaître l'État bourgeois pour ce qu'il est, un outil qui assure la domination d'une classe sur les autres, rappeler la cause des victimes de la répression politique et mobiliser les masses politiquement. L'an passé, le Secours rouge avait lancé l'appel à l'amnistie des victimes de la répression du mouvement du Printemps érable. Cet appel a été repris, entre autres, par la PAC de Montréal, mais pas à large échelle. La classe dominante monopolise plusieurs outils, dont les masses médias, qui ont pour fonction de marginaliser la parole populaire. La tâche politique qu'on doit se donner est de sortir de la marginalité et affirmer que c'est nous, le camp du peuple, qui lutte pour la libération de l'humanité. Le mouvement des casseroles, malgré toutes ses faiblesses, est un bon pas dans cette voie. Dans ce mouvement, des sans-voix réalisaient qu'ils et elles pouvaient avoir du pouvoir. On doit se le rappeler constamment qu'on a du pouvoir et qu'on est légitime. Notre cause est celle du peuple, des travailleurs, des exploités opprimés, et c'est le peuple qui représente la majorité de la population. Si on ne se convainc pas qu'on a raison, nous donnons le pouvoir à nos ennemis. Défendons nos libertés fondamentales, amnistie pour toutes les arrêter, nous vaincrons!